Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Décoder l'écho. Je suis avec Christian Gérondeau qui a publié un livre aux éditions L'Artilleur et qui s'appelle Le climat par les chiffres. Donc le climat, c'est en effet, on va dire, le nouveau thème à la mode depuis quelques années sur lequel on fait très peur et sur lequel il y a des désaccords assez nombreux. Et la méthode de Christian Gérondeau, ressemble beaucoup à celle que j'ai essayé de faire pour parler du Covid, c'est de revenir aux chiffres. Plutôt que de parler que des résultats uniquement, ou en tout cas de ceux qui sont présentés par différents groupements pour donner une thèse ou l'autre, le mieux c'est de repartir du chiffre et de commencer à discuter de ça. Donc, Christian Gérondeau, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Si vous voulez, moi je suis ingénieur de formation. Les plus anciens de vos téléspectateurs se souviendront peut-être qu'au début de ma carrière, j'étais monsieur sécurité routière, donc je me suis occupé de la lutte contre les accidents de la route. Et heureusement, les résultats ont changé parce que à cette époque-là, il y avait 18 000 morts par an, il y en a 3 000 aujourd'hui. Donc, même si c'est encore 3 000 de trop, on a fait beaucoup de progrès. Mais depuis un certain nombre d'années, je me suis effectivement impliqué dans le dossier du climat et je dois dire avec beaucoup d'étonnement parce que ce qu'on entend dire n'a pas beaucoup de rapport avec la réalité. Et en effet, c'est le titre de votre livre, Le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC, 30 ans de mensonges. Et donc, vous pouvez nous reparler, Christian Géraudot, en quelques mots de ce qu'est le GIEC, puisqu'on ne peut pas avoir de discussion avec les gens sans qu'ils nous disent, mais si le GIEC dit, c'est que c'est vrai. Alors, le GIEC, c'est un organisme qui dépend des Nations Unies. Et pour, je dirais, résumer tout de suite à quel point on ne peut pas faire confiance à cet organisme, il faut voir quel est son titre. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir que GIEC veut dire Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Groupe d'experts. Mais le vrai titre est en anglais. Et en anglais, il n'y a pas le mot expert. Il y a Intergovernmental Panel on Climate Change. Panel, ça ne s'est jamais traduit par groupe d'experts. Ça veut dire groupe. Et en réalité, le GIEC se fait passer pour un groupe d'experts, alors que ce sont simplement les représentants des 200 pays qui composent les Nations Unies. Vous pensez bien que les 200 pays qui composent les Nations Unies n'ont pas, à quelques exceptions près, d'experts du climat. Donc, c'est important de le dire tout de suite parce que ça montre la tromperie dans laquelle on vit. On fait croire que le GIEC, c'est un groupe d'experts. Pas du tout. Ce sont des représentants des gouvernements qui font travailler des experts, mais qui généralement disent le contraire de ce que les véritables experts disent. Donc, voilà la tromperie de départ, faire croire que le GIEC est un groupe d'experts. Non, ce sont des représentants des 200 gouvernements qui composent la planète. Alors, du coup, on va commencer peut-être par une partie, on va dire, ce par quoi tout cela est rentré, qui est par l'évolution de la température. C'est-à-dire que on a en effet un groupement qui se lance depuis un certain nombre d'années à dire que la Terre se réchauffe et que globalement, on va tous devenir grillés comme des sardines au barbecue d'ici quelques années. Alors, quand on se penche un petit peu sur l'histoire de l'évolution de la température et de l'histoire de ce qu'en ont dit les différents experts, on peut remonter aux années, je crois que c'est aux années 80 où les experts nous disaient qu'on allait tomber dans une glaciation de la Terre puisque ça se refroidissait et donc si ça continuait, on finirait tous congelés. Et voilà, aujourd'hui, on finira tous grillés. Et donc là, Christian Gérondeau, vous repartez des chiffres et vous repartez notamment sur les dernières données de température. Et donc ça, c'est le Hadkrut. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, évidemment, ce que vous avez repéré en termes d'évolution de température et surtout ce que c'est que ce Hadkrut? Alors, si vous voulez, là, c'est l'évolution pendant 7 ans. Le livre dont vous parlez est paru il y a un an, et voilà l'évolution dans les 7 années qui ont précédé l'apparition du livre. Pour être parfaitement honnête, ce qui est un principe, depuis un an, la température remonte. Mais ça veut dire pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène, c'est bien connu, un phénomène cyclique qui s'appelle El Niño. Et effectivement, depuis un an, la température remonte avant de rebaisser. Vous voyez que c'est une succession de pointes et de creux. Et ce qu'il faut voir, c'est les tendances à plus long terme.
Alors, à plus long terme, il est tout à fait exact que la température actuelle est un peu plus chaude que ce qu'elle était il y a un siècle. Et je dirais heureusement, parce qu'il faut bien voir que nos prédécesseurs n'ont pas eu beaucoup de chance. Du temps de Louis XIV, non seulement la Seine gelait, mais la mer gelait. Et il y a des années où il y a eu 1 million de morts, rien qu'en France, de froid et de faim. Donc, nous avons actuellement ce qu'on appelle un optimum, c'est-à-dire une température qui est en France à peu près 2 degrés de plus que du temps de Louis XIV en moyenne, et c'est extrêmement heureux. En réalité, la température a toujours changé. Vous voyez là sur les courbes que vous présentez, la courbe du haut, qui émane du GIEC de 1990, et qui montre qu'après l'an 1000, il y a eu un réchauffement qu'on appelle le réchauffement médiéval, l'optimum médiéval, et qui a permis, c'est pas une petite chose, qui a permis la construction des cathédrales, parce que les récoltes étaient extrêmement abondantes, et la population était florissante, et c'est grâce à ça qu'on a couvert la France de cathédrales. Et puis, je parlais tout à l'heure de Louis XIV, c'est les années qui ont suivi, toujours la courbe du haut, vous voyez que là, c'est un petit âge glaciaire qui a eu lieu et qui a été, hélas, extrêmement dur pour nos prédécesseurs. Et puis maintenant, nous remontons à nouveau. Alors, ça s'est toujours passé comme ça, des successions de périodes hautes et de périodes basses au point de vue température. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est la courbe du bas. Ça, c'est la dernière courbe publiée en 2021 par le GIEC, qui est une invention et qui est un mensonge. Parce que vous voyez bien que le GIEC, dans la courbe du bas de 2021, dit exactement le contraire que le GIEC, que ce que disait le GIEC dans la courbe du haut. Pourquoi? Pour faire croire que le réchauffement que nous connaissons actuellement était sans précédent. En fait, nous vivons actuellement une période d'un léger réchauffement qu'on appelle un optimum, l'optimum contemporain, qui ne faisait que reproduire l'optimum médiéval que vous voyez sur la courbe du haut et l'optimum romain qui également 1000 ans auparavant s'était produit. Et la courbe du bas, la dernière publication du GIEC, est simplement une invention pour faire croire que l'époque actuelle n'avait pas de précédent, ce qui est tout simplement un mensonge. Les historiens, on a un historien très connu qui vient de disparaître, malheureusement en France, M. Emmanuel Leroy-Ladurie, a expliqué cette succession de périodes chaudes et de périodes froides. Les glaciers, par exemple, des Alpes, ben, il y a des moments, du temps de Louis XIV, ils s'allongeaient. Ils ont même rayé des villages de la carte parce qu'il faisait très froid et donc les glaciers s'allongeaient. Et puis, à l'époque actuelle, les glaciers rétrécissent parce qu'il fait plus chaud. Ce sont des fluctuations qui ont toujours eu lieu et qui n'ont rien d'anormal. À ces fluctuations, le GIEC en rajoute une couche en nous désignant un nouvel ennemi qui est celui qui est montré du doigt et qui est celui contre lequel il faudrait se battre et qui est à l'origine de tout un tas de restrictions qui sont faites sur la liberté des gens, mais également sur les entreprises, qui est de dire que voilà, ça se réchauffe et qu'on va tous griller et que c'est à cause de la concentration de CO2 d'origine humaine dans l'atmosphère. Et donc, la totalité, les fonds qui sont aujourd'hui que on va dire qui sont distribués à des entreprises et qui sont pris bien souvent sur les impôts et de manière colossale pour tout ce qui est question d'énergie ou dit d'environnement, ça s'est lancé dans cette course et cette, on va dire, ce combat contre ce fameux CO2. Et là, vous présentez un chiffre qui est assez intéressant qui est l'évolution de la concentration de CO2 atmosphérique, et vous montrez qu'en effet, ça monte. Ça monte, mais du coup, si ça monte et que la température ne monte pas, la corrélation entre les deux devient pas très évidente. Le CO2, vous avez tout à fait raison, cette courbe monte et de plus en plus présent dans l'atmosphère. Entre parenthèses, il est 10 fois plus faible, cette concentration est 10 fois plus faible que ce qu'elle était du temps des dinosaures et des premiers mammifères. Elle est extrêmement faible. Ce sont des parties par millions. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, comme je le rappelais tout à l'heure, nous vivons une époque qu'on appelle un optimum. La Seine ne gèle plus, et c'est tant mieux, et qui est exactement l'identique de ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Et il y a 1000 ans, je le rappelle, il y a eu également un optimum.
Mais il y a 1000 ans, le CO2, il n'était pas différent, enfin, il était constant, il n'augmentait pas. Donc, s'il y a eu un réchauffement du temps où on a construit les cathédrales, c'est pas à cause des voitures diesel. C'était simplement dû à d'autres phénomènes. Autrement dit, il n'y a aucun rapport prouvé entre les évolutions du climat et la présence de CO2 dans l'atmosphère. Il y a une coïncidence, il y en a plus, parce que quand on utilise du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, on émet du CO2, donc il y en a de plus dans l'atmosphère, et il se trouve qu'on est dans une période qui se réchauffe. Mais encore une fois, ces périodes de réchauffement, il y en a eu du temps des Romains, il y en a eu du temps de l'an 1000, et il y avait pourtant exactement une quantité constante de CO2 dans l'atmosphère, et donc, il n'y a pas de rapport entre les deux. Et toute la force du GIEC, qui, je le rappelle, n'est pas un groupe d'experts, mais un groupe de représentants des gouvernements, a été de faire croire, et malheureusement beaucoup de gens le croient, que c'est le CO2 qui engendre un réchauffement de l'atmosphère, alors que ça n'a aucun rapport. Je le répète, ces réchauffements que nous vivons en ce moment sont parfaitement semblables à ceux de l'an 1000 ou à ceux de l'époque romaine, alors qu'il n'y avait pas à l'époque ni voiture, ni avion, ni chauffage au charbon. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire. Cette courbe montre une progression du CO2. Elle montre également, c'est intéressant de voir les petits encarts, que les grandes réunions qu'on appelle les COP ne servent absolument à rien. À chaque fois, on se réunit en disant, vous allez voir, on va réduire nos émissions de CO2. Vous êtes incapable de voir la moindre différence. Plus on utilise du charbon et du gaz et du pétrole, plus la quantité de CO2 augmente dans l'atmosphère. Alors vous me direz, ça ira jusqu'à où? Ça ira jusqu'au jour où on aura épuisé ce qu'on appelle les énergies fossiles, ces trois énergies, gaz, pétrole et charbon, probablement dans un siècle. Et à ce moment-là, ça s'arrêtera, mais ça s'arrêtera à un niveau qui restera extrêmement faible par rapport au niveau de l'époque des diplodocus. Oui, il faut rappeler, en effet, c'est 400 parties par million. Alors, dans la théorie qui est présentée, hein, c'est de dire oui, mais c'est quand même c'est à cause de la quantité de CO2 qu'il y a un réchauffement. La théorie étant que, puisque c'est une molécule qui a trois atomes, elle fait partie des gaz dits à effet de serre. Et donc, ce serait responsable de ce réchauffement. Bon, ça, c'est un argument physique pour lequel, pour l'instant, je n'ai trouvé absolument aucune expérience réalisée en laboratoire qui puisse prouver que c'est vrai. À une époque, on aurait pu voir, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on avait deux courbes parallèles qui avançaient l'une à côté de l'autre, température et quantité de CO2. Donc, ce qui donnait, on va dire, non pas expérimentalement, mais par mesure, ça ne contredisait pas la théorie. Bon, depuis que les deux n'avancent plus ensemble, on a une contradiction directe de la théorie, en plus de ce que vous avez dit, à savoir qu'on sait que la température varie même sans changement de concentration de CO2. Bon, et en plus, ici, vous nous montrez l'effet rideau noir. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot? Alors, si vous voulez, tout à fait, le CO2 qui est dans l'atmosphère bloque des radiations. Alors, c'est un peu compliqué. Il faut voir que la lumière du Soleil arrive sur la Terre, réchauffe la Terre émet des radiations, et ces radiations sont bloquées par le CO2. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Sans ça, il ferait beaucoup plus froid sur la Terre. Donc, on est très content d'avoir ce CO2. Mais à partir du moment où ces radiations sont bloquées, vous pouvez mettre 2 fois ou 3 fois plus de CO2, ça ne changera rien. Quand vous avez une fenêtre et que devant la fenêtre, vous mettez un rideau noir, le rideau noir va bloquer la lumière. C'est ce qui se passe. Mais vous ajoutez un deuxième rideau noir ou un troisième rideau noir, ça ne changera rien. La lumière sera toujours bloquée, il fera toujours aussi noir. Donc on a ici un effet qui se comprend très bien. Le CO2 bloque un certain nombre de radiations, ça réchauffe l'atmosphère, et fort heureusement, sinon on n'aurait qu'un degré de moins sur la planète. Mais ensuite, vous pouvez mettre 2, 3, 4 fois plus de CO2, ça ne changera rien. À partir du moment où les radiations sont bloquées une fois, ben, ça suffit. Elles n'ont pas besoin d'être bloquées 4 fois de suite. Encore une fois, si vous avez une fenêtre et que vous mettez un rideau noir devant, bah, il va faire noir. Vous rajoutez un deuxième rideau noir, bah, il fera également noir. Ça changera rigoureusement rien. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre. Enfin, je crois que ça se comprend assez simplement. Et cette courbe-là, que vous voyez, elle montre, c'est des courbes qui sont faites bien entendu par des spécialistes, la courbe des radiations qui arrivent
à traverser le CO2 qui part vers l'atmosphère et l'autre proportion qui reste sur Terre, heureusement. Et sans ça, nous aurions beaucoup plus froid. Et on voit en effet notamment une autre molécule qui est intéressante, à savoir que dans la théorie des gaz à effet de serre, on parle de molécules à 3 atomes ou plus. Et parmi ces derniers, on a vu le CO2 qui a quelques centaines de molécules par million, mais il y a d'autres gaz qui sont dans des concentrations énormes, par exemple au niveau de la mer, et on parle notamment du H2O, c'est-à-dire la vapeur d'eau, où on peut avoir jusqu'à des saturations à 98% à tout un tas d'endroits sur Terre. Et donc, bon, on fait la guerre au CO2, on se demande pas pourquoi est-ce qu'on fait pas la guerre à la vapeur d'eau tant qu'on y est. Oui, il y a d'ailleurs une preuve de l'impact de la vapeur d'eau qui est très intéressant. Vous prenez les pays chauds, par exemple les pays africains. Alors, vous en avez qui sont désertiques, donc il n'y a pas de vapeur d'eau. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Il se passe que la température du jour est très élevée, mais qu'en hiver, pardon, la nuit, il fait très froid. Si vous prenez au contraire les pays où, comme on peut dire le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, où vous avez de la vapeur d'eau en permanence, il y a beaucoup de nuages, eh bien la température du jour est la même que la température de la nuit. Donc vous voyez que le CO2 a un impact sur la température terrestre, mais vous avez raison, pas seulement le CO2, la vapeur d'eau. Ben, la vapeur d'eau, elle est capable de bloquer les rayonnements et donc de réchauffer la Terre pendant la journée et au contraire d'avoir aucun effet pendant la nuit. En parlant du CO2, puisque c'est à ça, de ça qu'on fait la chasse, vous vous rappelez des choses essentielles. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre de Samuel Farfari sur l'énergie, qui en effet aussi parle du CO2 et du lien du CO2 avec l'énergie et donc avec la vie. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'arrivée du CO2 qui vient de la consommation d'énergie, notamment dite fossile, elle est parfaitement corrélée non pas à des problèmes à des gens qui meurent, mais plutôt corrélée à des augmentations d'espérance de vie, mais plutôt des augmentations de facilité de la vie, puisqu'en fait, ce qu'on est en train de mesurer, c'est la base de l'énergie et c'est ce qui nous fait tous vivre. Absolument, sans énergie. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de CO2, on ne parlerait pas, on n'aurait pas eu l'émission en ce moment, nous serions sur la planète Mars ou sur la Lune. Il faut bien voir que le CO2, c'est la base de la vie, ce qu'on appelle la photosynthèse. Mais pour revenir à la courbe que vous présentez actuellement, elle est très importante. On s'aperçoit qu'il y a en réalité 4 facteurs qui sont liés. Il y a la consommation d'énergie, il y a le niveau de vie, parce que dans les pays très pauvres, on ne consomme pas d'énergie, on n'émet pas de CO2. Et donc, on a un lien extrêmement direct, et cette courbe le montre, entre la richesse des pays et l'espérance de vie. Ben, on vit plus longtemps dans les pays riches, mais les pays riches sont ceux qui émettent beaucoup de CO2. Et dans les pays pauvres, eh bien, on émet très peu de CO2, mais on ne vit pas aussi longtemps, et ça se traduit notamment par une autre courbe, qu'on verra peut-être, mais peu importe, qui est la courbe de la mortalité infantile. Dans les pays pauvres, il y a beaucoup d'enfants qui meurent très jeunes. Et donc, quand on vous dit, quand le GIEC ose dire aux pays pauvres, n'émettez pas de CO2, ça veut dire ne consommez pas d'énergie et ça veut dire laissez vos enfants mourir. Alors que font les pays pauvres? Eh bien, ils font des bras d'honneur au GIEC. Pour être très concret, le Premier ministre de l'Inde a décidé il y a 2 ans d'ouvrir 108 mines de charbon nouvelles et de construire autant de centrales thermiques pour produire de l'électricité avec ce charbon. Et quand vous lui dites, mais il ne faudrait pas faire ça, vous savez sa réponse, il dit en Inde, il y a 1 million d'enfants chaque année qui meurent parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Et vous voudriez m'interdire de leur donner de l'électricité? Écoutez, vous pouvez toujours essayer de le faire, mais je peux vous dire que vous n'y arriverez pas. Et prenons un autre pays, le Sénégal, qu'on connaît un peu plus, le Sénégal, qui vient de découvrir des gisements de pétrole et de gaz naturel, qui va les mettre en production d'ici quelques mois. Et vous allez dire, au Sénégal, on vous interdit de les mettre en production, on préfère que vos enfants meurent. Eh bien, évidemment, les Sénégalais, comme les Indiens,
nous ferons des bras d'honneur. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Le GIEC n'a jamais tenu compte de ce qui se passait dans les pays en voie de développement. Il dit simplement, bah, je ne sais pas, ne mangez pas de viande ou d'autres inepties qui ne changeront rien au sort de la planète. La vérité, c'est qu'il y a un lien entre le nombre d'enfants qui meurent. Il y a 6 millions d'enfants qui meurent sur la planète chaque année parce qu'ils sont pauvres. Et s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Alors, ils sont très bien, ils n'émettent pas de CO2, mais leurs enfants meurent. Je crois que le choix est vite fait. Vous montrez aussi, donc ça c'était pour la partie CO2, ce que vous montrez aussi, c'est que bah, dans l'ensemble du caractère alarmiste qui est proposé par le GIEC, et alors ça c'est quelque chose qu'on entend énormément autour de nous, donc le GIEC, comme je disais, est toujours brandi comme étant la référence absolue pour tout ce qui a trait au climat en général, et vraiment une réflexion qu'on a très souvent, c'est de dire, ah oui, ben, encore une catastrophe qui est arrivée, et ça c'est normal. Évidemment, il y a de plus en plus de catastrophes dans le monde et ça empire à cause du réchauffement climatique. Et alors là, évidemment, c'est pas la première fois que je vois ces courbes, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, ce que vous montrez, c'est finalement une constance dans les catastrophes. Il y a aucun indicateur qui montre que les choses se dégradent. Donc là, c'est les catastrophes naturelles, mais vous pouvez prendre des cyclones en Amérique, vous pouvez prendre même l'étendue de la banquise. Il n'y a aucun indicateur qui soit inquiétant. Simplement, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et j'aime bien citer Flaubert. Flaubert qui vivait au 19e siècle et qui a écrit un petit ouvrage très amusant qui s'appelle Catalogue des idées reçues. Et dans ce catalogue, il y a la définition du mot été. Et il y a écrit été toujours exceptionnel. Et puis il y a écrit ensuite hiver, hiver, voire été. Autrement dit, on a toujours, dans le temps, considéré que, oh, on n'a jamais vu ça, ces inondations n'ont jamais existé, et les gens qui disent ça sont honnêtes, parce que leur maison n'avait jamais été inondée, mais il n'y a pas plus de maisons inondées maintenant qu'au 19e siècle ou avant. Oui, tout à fait. C'est la perception, et cette perception est exacerbée par l'alarmisme permanent. Mais voilà, si je continue de faire le parallèle avec mes travaux sur la partie Covid, notamment le nombre de personnes qui me racontent avoir vécu quelque chose d'exceptionnel en termes de maladie, j'ai pas la moindre trace de chiffre quand je regarde honnêtement et que je regarde par catégorie qu'il soit passé quelque chose de nouveau. Mais il n'empêche qu'une fois que tout le monde a acquis et a en tête c'est nouveau, toute interprétation de tout phénomène sera considérée comme étant bah voilà, la confirmation de nos croyances quelque part. Exactement, c'est dans la nature humaine. On aime bien, on a d'abord, c'est vrai en plus que chaque être humain n'a qu'une expérience extrêmement locale et limitée. Et donc, s'il voit une tempête très forte, il aura tendance à dire, mais il n'y a jamais eu de tempête comme ça. Parce que pour avoir la réalité des choses, et c'est ce que je fais dans ce petit livre, parce que c'est la seule manière, c'est de montrer les chiffres, de montrer les courbes. Parce que si on se réfère aux expériences personnelles, vous l'avez dit très justement, chacun vit une expérience exceptionnelle. Euh, Regardez actuellement, nous sommes au mois d'avril, l'année dernière, à la même époque, on ne parlait que d'une chose, c'était la sécheresse. Bon, vous avez vu qu'à la fin de l'année, il y a eu des inondations terribles dans le nord de la France. Et aujourd'hui, on nous apprend que les nappes phréatiques sont toutes remontées. Bon, c'est une très bonne nouvelle pour les agriculteurs, sauf du côté de Perpignan et du côté de la frontière espagnole. Pourquoi? Personne n'en sait rien. Peut-être que dans un an, ce sera le contraire, que ce sera du côté de la frontière espagnole qu'il y aura beaucoup d'eau et il n'y en aura pas à côté. Mais les gens qui vivent à Perpignan vous diront, on n'a jamais vu ça. Mais ils sont honnêtes. Et donc, pour avoir une vision globale, heureusement, et c'est reproduit dans ce petit livre, il y a un certain nombre d'instituts qui font référence mondiale, et ceux qui font des références mondiales, tout le monde des courbes, bon, qui ont des hauts et des bas, bien entendu, mais qui jamais ne correspondent à cette vision catastrophique qu'on voudrait nous faire entendre. On confond la météo, c'est un phénomène qui peut varier d'ailleurs tous les jours, et le climat, ça s'apprécie sur des dizaines d'années. Là, c'est tout à fait exact à l'heure actuelle. Si vous prenez la France, il y a à peu près 2 degrés de plus
qu'il y a un siècle. Et encore une fois, c'est très heureux parce que c'est un climat beaucoup plus agréable. Mais c'est pas une variation d'un mois sur l'autre, ça vous apprendre ça. Et il faut faire des courbes de longue durée. Et ces courbes de longue durée ne montrent aucune tendance à la catastrophe. Christian Gérondeau, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation de votre livre Le climat par les chiffres. C'est aux éditions L'Artilleur. Sortir de la science-fiction du GIEC, et c'est bien ce qu'on a essayé de vous faire montrer en quelques minutes. Une science-fiction, c'est-à-dire un narratif qui est écrit à partir de données qu'on choisit, et la seule manière de se sortir de la science-fiction, c'est de repartir des chiffres, des courbes, d'aller voir ce qui se passe au niveau des instituts et de se faire sa propre idée, et pas uniquement d'écouter un parti pris. Christian Gerondeau, merci. J'aurai probablement plaisir à vous recevoir d'ici quelques semaines pour la sortie de votre prochain livre, qui sera Le climat par les chiffres numéro 2, et c'est toujours aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup, Parfait. Christian Gérondeau. Bonsoir.